Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué, mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. Avant de vous parler de cet épisode, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Cela fait plusieurs mois que je travaille sur la création d'objets pour accompagner les premiers mois après la naissance. Des accessoires du quotidien et des cadeaux de naissance pour aider les parents, plus pratiques, au design repensé. Inscrivez-vous sur prélude.fr, prelude.fr, pour être tenu au courant du pré-lancement en septembre et pour avoir un accès exclusif. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Diane. Pour terminer ce tour d'Asie et d'Océanie des accouchements, après l'Australie avec Charlotte dans le hors-série numéro 1 et l'Inde avec Valentine dans le deuxième hors-série d'été, Diane nous raconte la naissance de ses 3 enfants en Chine, à Shanghai, puis la naissance de son dernier en France. Elle nous parle notamment de la vision étonnante que constitue une famille nombreuse dans le pays de l'enfant unique et de ses expériences différentes dans des hôpitaux publics chinois et dans un hôpital américain. Elle nous fait également découvrir les détails du mois d'or qui suit l'accouchement, mois où l'on s'assoit dans la tradition chinoise. Bonjour Diane. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'accepter de participer à ce podcast. Merci à toi. Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Tu as une histoire à nous raconter autour de la Chine. Exactement. Puisqu'on est dans notre tour du monde des accouchements cet été. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors Diane, je suis responsable d'une marque de vêtements pour hommes. J'ai 4 enfants, dont 3 sont nés en Chine et 1 en France. Ok. Tes 4 enfants ont quel âge aujourd'hui ? Mes 4 enfants ont respectivement 5 ans et demi, 4 ans et demi, 3 ans et demi et 1 an et demi. Une très belle famille. Une fratrie bien rapprochée. Est-ce que tu peux nous raconter dans quelles circonstances vous êtes expatriée en Chine ? J'ai rejoint en fait mon petit ami de l'époque qui est devenu mon mari, qui lui avait fini ses études en Chine, à Pékin à l'époque, et tout en terminant ses études, il a créé une boîte là-bas, ce qu'il a ancré, et donc du coup on s'est rejoints à Shanghai tous les deux, là où lui a pu continuer son activité, et moi aussi. Lui a passé 13 ans en Chine, puisqu'aujourd'hui nous sommes de nouveau installés en France, et j'en ai passé 8 pour ma part. D'accord, donc c'est un pays que vous connaissez bien, une culture que vous connaissez bien. Ouais, et auquel on est très attachés. Pour ta première grossesse, comment est-ce que tu as vécu cette première grossesse en Chine ? Alors déjà, on a souhaité mettre en route un premier bébé. Ça s'est fait sans encombre et on en était très heureux. Mais bien sûr, il y avait cet a priori de la première fois, la première grossesse, et aussi dans un pays très différent du nôtre, où je parlais chinois, mais pas suffisamment couramment pour comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un suivi médical là-bas. Et donc voilà, donc on s'est plongé dans ce monde-là où on était nécessairement aveugle parce que c'était une première grossesse, mais aussi aveugle du fait que ce soit en Chine à la chinoise. Pour rappeler simplement le contexte d'une grossesse en Chine, la grossesse est vraiment sacralisée parce que c'est dû à la politique de l'enfant unique qui était en vigueur jusqu'en 2014. En 2014, on est passé à 2 enfants. Très récemment, on est passé à 3 enfants. Mais donc du coup, les Chinois ont pour la plupart qu'un seul enfant. Et donc du coup, c'est un événement très important dans les familles. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie, et donc la femme qui porte l'enfant est réellement mise sur un piédestal. On obtient en étant enceinte là-bas une espèce de DIPRA-immunité qui vous protège de beaucoup de choses, de beaucoup trop de choses. C'est à mon sens parfois pas toujours très rationnel. Et donc voilà, donc moi j'ai débuté cette grossesse-là. Au début, bien sûr, on garde ça entre nous, donc c'est pas dit, mais une fois que le mot est lâché, tout de suite, j'ai vu, moi, dans mon travail, que j'avais pris un statut ultra différent. Déjà, j'avais pas forcément les mêmes capacités pour réfléchir et pour être dans le coup, en résumé. Et par ailleurs, voilà, parfois, où il fallait que je fasse des choses un petit peu plus manuelles ou que je voyage, j'étais tout de suite... on m'a évité ces choses-là, alors qu'en fait, j'en avais complètement la capacité et surtout, j'avais tout à fait envie de continuer une vie normale.
Donc ça, c'est déjà un contexte qui pose les choses. Et sur le moment, je comprenais pas forcément toutes les raisons à ça. Ok. Et du coup, tu l'as bien vécu ou tu te sentais un peu mise de côté? Je l'ai relativement bien vécu parce que voilà, j'assumais ce que je faisais. Je montais sur une échelle pour installer. J'ai travaillé dans des boutiques, donc je montais souvent sur des échelles et tout le monde disait oh là là. Et donc j'avais 4 Chinoises derrière moi qui me retenaient si jamais j'allais tomber, ce qui n'allait absolument pas se passer. Mais c'était hyper bienveillant et très touchant. Mais donc je l'ai bien vécu parce que je l'assumais, parce que enfin j'assumais le fait de justement pas être. Enfin je voulais pas un soin en particulier. Mais oui, je l'ai bien vécu. Et après, bien sûr, vraiment, enfin, encore une fois, c'est de la bienveillance et c'est toujours très généreux en fait de la part des autres. Donc, on réagit rarement mal à ces réactions. Et pour parler de tes autres grossesses, comme tu disais, il y a beaucoup d'enfants uniques en Chine. Est-ce que les gens étaient surpris de voir une famille nombreuse à 2 puis 3 enfants? Ouais, bien sûr. Alors déjà, le deuxième enfant qui est arrivé assez rapidement, par rapport à mon boulot principalement, oui, c'était une surprise pour eux. Nous, c'était plutôt un souhait. Donc c'était une surprise. Et comment est-ce que tu peux réussir à avoir un deuxième enfant aussi rapidement? C'est tellement de travail. Comment fais-tu? Donc ça, c'était plus compliqué. Et ensuite, c'est vraiment le regard social, ne serait-ce que dans la rue. Quand j'étais enceinte de notre troisième, les gens dans la rue, les Chinois qui accostent les gens de manière très naturelle et très spontanée, viennent vous voir, touchent les enfants, touchent votre ventre. Oh là là, mais il y en a un troisième. Vous êtes fous. Et alors pour le quatrième, n'en parlons pas. Et c'est sympa parce que les gens sont vraiment encore une fois très spontanés et agréables. C'est sympa 3 fois. Et puis au bout de la quatrième fois et les autres, c'est très pesant en fait. J'imagine. C'est un voyeurisme en plus qui est propre, je pense, voilà, aux Chinois de la rue en plus en particulier, qui viennent vous voir, vous parler, vous toucher, et voilà. Et c'est difficile et on peut pas, voilà, c'était à nous de nous adapter à leur culture. Donc du coup, on explique, on dit oui, il y en a 4, c'est formidable, on est une grande famille. Mais voilà, c'est vraiment compliqué pour eux à concevoir. Mm. C'est principalement parce que avoir 4 enfants, c'est une charge financière excessivement lourde. Ce qui était notre cas, hein, pour nous aussi en Chine, avoir 4 enfants, ça a vraiment un coût. Donc, ce qui était inimaginable pour eux, c'était la charge de travail, mais vraiment la charge et ce qui se profile dans les années à venir, à savoir l'éducation des enfants, où ils sont tous, en tout cas dans les grosses villes, quasiment comme en prépa dès leurs 5 ans. Voilà, ils sont bardés de cours particuliers, d'activités extrascolaires afin de les élever au plus haut niveau. Et ça a un gros coût. Et ensuite, bien sûr, une fois qu'on se marie, chacun doit apporter une somme d'argent significative. Et voilà. Et donc, c'est ça ce que ça représente pour eux. D'accord. Pendant tes grossesses, est-ce qu'il y a des choses que tu as utilisées en Chine qui sont propres à la médecine chinoise? Ou est-ce que vraiment tu as vécu ta grossesse comme tu aurais pu la vivre en France? Alors, à nouveau, là, pour remettre dans le contexte, il y a des croyances populaires qui sont assez fortes et d'un point de vue extérieur, parfois curieuses. J'en donne une très simplement, c'est vraiment anecdotique, mais ça nous a toujours donné le sourire. C'est que les femmes enceintes ne doivent ni boire de café, ni manger de chocolat, parce que ça pourrait dégrader le teint de perles blanc propre aux Chinois, et c'est vraiment pour eux un critère de beauté. Et donc voilà, et je buvais beaucoup de café, notamment en bureau, et à chaque fois je voyais que j'avais des yeux vraiment très étonnés. Et mon Dieu, que fait-elle? Son enfant ne sera pas parfaitement au teint de lait. Et donc voilà, donc ça c'était assez rigolo. Ensuite sur la manière de vivre les grossesses, pour le coup, parce que aussi je pense que j'avais pas l'intégralité de la connaissance d'une grossesse et comment bien vivre sa grossesse à la chinoise. Je prenais plutôt des critères européens et français, voilà, de bouche à oreille, de ce que j'avais entendu de ma mère, de mes sœurs, de nos familles, de nos amis. Comment est-ce que tu étais suivie médicalement? Alors médicalement, j'ai été suivie dans des hôpitaux privés américains, mais j'ai néanmoins eu une petite expérience dans les hôpitaux publics chinois, qui sont des hôpitaux, encore une fois pour le contexte, très bondés en fait, où on fait littéralement, on se met en file indienne et on attend de rentrer dans la salle du médecin. C'est c'est souvent la cour des miracles, et ça peut se finir en pugilat si jamais on veut doubler quelqu'un, ou voilà. Quand c'est dans le milieu gynécologique, c'est souvent des espèces de salles de consultation dont la porte reste ouverte, où vous voyez la femme avec ses 2 jambes en l'air, et vous le voyez tout à fait. Il y a un petit drap blanc très transparent pour couvrir la femme, mais c'est vraiment très
il y a peu de pudeur. Et en fait, ce qui est important pour ces femmes, c'est d'avoir une place et de voir le médecin qui évidemment qui a la parole d'or et qui pourra dire, qui pourra donner un diagnostic ou qui pourra tout simplement commenter la grossesse. Donc ça, déjà, c'est assez particulier aux hôpitaux publics et je l'ai vécu au tout début de ma première grossesse parce que j'étais pas encore assurée tout simplement pour prétendre à des soins en hôpital privé. Donc du coup, j'ai fait ma toute première écho de notre premier enfant là-bas et j'étais seule parce que mon mari était à l'étranger et donc j'y suis allée bien sûr avec une certaine angoisse de savoir est-ce que tout va bien et tout évolue bien. Et ce qui m'avait fait rire, c'est que j'ai essayé de prendre une photo de l'écho pour montrer à mon mari pour lui montrer voilà, c'est bon, tout va bien. Et là, tout de suite, j'ai eu trois infirmières qui sont arrivées sur moi en disant non, c'est impossible, vous supprimez votre photo. Et alors que tout se passait bien et rapidement, parce que c'est vraiment à la file indienne, mais j'ai été tout de suite ah ok d'accord. En fait, il faut se rappeler qu'on est en Chine et qu'on peut pas connaître le sexe parce qu'on fait attention à ces choses-là et que comme il n'y a qu'un seul enfant, il y a qu'un seul bon coup. Donc voilà, c'est vraiment cette mentalité-là et donc ça m'avait un peu refroidi sur le moment. Et maintenant, aujourd'hui, ça a du sens, mais effectivement, donc dans les hôpitaux publics, par exemple chinois, on ne peut pas donner le sexe de l'enfant. D'accord. Donc ensuite, pour ma part, j'ai été suivie dans un hôpital américain, donc un suivi hyper fréquent. Dès qu'on vous trouve un éventuel micro-problème, évidemment, on va faire toutes les analyses qui vont avec pour surtout pouvoir vous facturer autant que possible. Donc c'est un mélange de bienveillance et de soins conventionnels avec une systématique méfiance, en fait. On se demande vraiment si on nous dit qu'il y a peut-être un problème par là, est-ce que c'est pour nous prendre 2, 3, 4 consultations en plus qui nécessitent des équipements coûteux, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un réel problème? Et ça, c'était assez inconfortable parce qu'on peut jamais avoir une lecture saine de ces comportements. Donc pour ma part, donc j'ai été suivie là-bas pour toutes mes grossesses et ça s'est globalement très bien passé. Mais voilà, dans les hôpitaux américains, vous avez les nurses qui vous accueillent, vous pèsent, vérifient que les signes vitaux vous concernant et aussi pour le bébé vont bien. Et ensuite, donc voilà, quelqu'un va vous faire une échographie, un technicien en gros, un échographe, mais qui est vraiment technicien, qui est largement en dessous du niveau d'un médecin. Voilà, vérifie et font les examens. Et ensuite, le médecin arrive, je pense 2 minutes 30 en moyenne, et vient vous commenter. Et pour ma part, notre médecin, qui était la même pour les 4 enfants, était très rigolote parce qu'elle nous faisait rire. Elle disait en anglais "The baby is pretty average". Et voilà, et elle repartait. Et donc c'était en fait très peu lisible. J'ai eu la chance d'être accompagnée pour ma première et ma deuxième grossesse par une sage-femme française qui était en Chine, qui elle avait été formée dans une clinique à Paris qui prônait le physiologique et vraiment l'accompagnement des femmes pour à l'écoute de leur corps, ce qui était très loin de ce que j'avais pu connaître et en tout cas expérimenter dans le tout début de ma grossesse. Et elle m'a donné un œil nouveau et un support hyper important, déjà parce que elle m'expliquait en fait les stades de ma grossesse et ce qui se passait réellement, parce que en fait "The baby is pretty average", ça vous raconte pas grand chose sur l'évolution du bébé. Et ensuite elle m'a donné beaucoup de confiance dans l'accouchement et voilà la manière de l'appréhender sans souffrance, ou en tout cas comment gérer ce moment qui est un chamboulement pour le corps. Et ça a été un accompagnement dont j'ai tiré beaucoup d'enseignements et qui m'ont suivi jusqu'à mon dernier accouchement là il y a un an. D'accord. Et c'était un peu comme tes cours de préparation à l'accouchement, en fait. Exactement, et tout à fait. Je l'ai vue, je pense, la première grossesse quasiment 10 fois. C'était devenu une amie et elle m'a beaucoup effectivement suivie et on a fait. Donc, elle avait bien sûr des cours de préparation à l'accouchement, mais on allait vraiment plus loin. Et comme elle avait été formée dans cette clinique où on prenait donc vraiment les accouchements naturels, sans péridurale pour celles qui le souhaitaient. Elle m'a appris la sophrologie, le chant de l'accouchement. Il a un nom très spécifique où vous évacuez la douleur par un chant qui vient vraiment du plus profond de vos entrailles. Et donc voilà, donc elle m'a vraiment accompagnée. C'était très nécessaire parce que je pense que j'aurais été sans elle en Chine. Pour en tout cas un premier bébé, j'aurais été vraiment dans un flou et non pas que j'ai un besoin de tout maîtriser, mais c'est quand même une grande inconnue et c'était un super accompagnement pour moi et pour mon mari qui était tout autant impliqué. Voilà, on pouvait en discuter en toute transparence et elle avait aussi connaissance des techniques particulières des Chinois qu'elle nous explicitait là où nous on pouvait pas tout décoder et c'était un accompagnement hyper riche pour nous, très précieux. Quel était ton plan d'accouchement, ton projet de naissance ? Alors mon projet de naissance, c'était parce que j'avais été accompagnée encore une fois par cette sage-femme, quelque chose d'aussi
physiologique et dans l'écoute de l'enfant, bon, bien sûr de la mère, mais des besoins du bébé. Et donc je voulais quelque chose de naturel, sans pour autant éviter la péridurale. Je voulais que la péridurale intervienne à un moment tardif au cours de l'accouchement, parce que j'avais peur justement d'être bloquée pendant ensuite des heures si je mettais une péridurale trop tôt. Et il y avait un bémol, et je me rends pas compte par rapport à ce qui se passe en France, c'est que les accouchements là-bas étaient tous les péridurales n'étaient pas en ambulatoire. C'est-à-dire qu'une fois que vous aviez votre péridurale, vous restez allongé, et vous ne bougez pas. Ce qui est le contraire d'un accouchement physiologique, où on est à l'écoute de son corps, on se met dans les positions qui s'adaptent au stade de l'accouchement et des phases du travail. Et donc ça, je savais que je pouvais pas le faire, mais j'avais justement cette sage-femme qui m'accompagnait, qui m'a dit, ok, bah il y a un moment où tu dois devoir être allongé, tu vas pas pouvoir être libre en fait de tes mouvements. Le moment compliqué va commencer à ce moment-là. Et comment sont passés ces accouchements alors ? Alors, ces accouchements, pour le premier, j'ai accouché à post-terme. Faut savoir qu'en Chine, on est sur un système anglo-saxon, donc la due date, le terme, merci, est à 40 semaines, contrairement à la France où c'est à 41 semaines. Donc déjà, moi, j'avais ce biais-là de savoir que on me disait vous êtes prête à accoucher, et en fait, c'était pas tout à fait le cas si jamais je référais à nos critères français. Donc le terme arrivait pour mon premier enfant, et on commence à me parler de déclenchement, ce que je voulais à tout prix éviter, parce que je considérais que c'était une sorte d'agressivité envers l'enfant, que d'envoyer toutes ces hormones supplémentaires pour accélérer le travail. J'étais pas du tout favorable à ça, et j'avais vraiment envie que ça se fasse d'une manière naturelle. Donc on a repoussé une première fois, une deuxième fois, et la troisième fois, mon mari a dû intervenir, parce que comme si j'étais hors de mes pensées, parce que j'étais dans un état, j'étais tellement enceinte que je pouvais pas réfléchir par moi-même. Et donc voilà, donc on a demandé vraiment de repousser et de dire, ce bébé va venir tout seul, laissons-le venir tout seul. En France, on a cette croyance de dire que plus l'enfant est dans le ventre de la maman, plus il se fait des forces, il se fait les ongles, comme l'expression le dit. Les signes vitaux du bébé étaient absolument normaux, il n'y avait aucune raison de déclencher. Et donc voilà, donc la troisième fois, on déclenche une dernière fois, et on nous dit, écoutez, à 42 semaines, c'est le minimum, c'est le maximum légal pour vous pour accoucher, donc on vous accouchera à ce moment-là. Et donc malheureusement, le bébé n'arrive pas. Je pense que tout ça, c'est assez psychologique aussi. J'étais hyper anxieuse de ce moment de l'accouchement. Je l'avais tellement préparé en fait, et je l'avais tellement. J'avais fait de Doctissimo, malheureusement, une de mes lectures préférées, ce qui était complètement idiot, mais en Chine, c'était plus simple. Et donc voilà, donc j'ai été vraiment très anxieuse autour de ce moment de l'accouchement, et voilà. Et on met une date de déclenchement à 41 plus 6 jours. On me convoque à l'hôpital, et pendant la journée, je me sens bien, mais je me dis que je suis un petit peu engourdie. J'arrive à l'hôpital, je me dis ok, on va me faire une piqûre, et puis voilà, ça va commencer. Dommage, je voulais à tout prix l'éviter, et en fait on me fait un monitoring qui me dit vous êtes en travail, donc ça va venir, rentrez chez vous, et génial. Puis quand ça va plus, vous revenez. Donc là génial, et je me suis dit voilà, comme quoi le psychologique fait beaucoup de choses, parce que je savais que j'allais y passer, et en fait le bébé est venu tout seul. L'accouchement s'est bien passé, ça a été très long, et ce dont j'ai souffert pour cet accouchement-là, c'était le fait d'être vraiment clouée à un lit. Une fois ma péridurale posée. J'ai posé ma péridurale assez tard par rapport au travail, mais ça a tout arrêté. Et donc là, j'ai passé, je pense, 8 heures à essayer au fur et à mesure, on a essayé de stimuler les contractions, mais ça n'y faisait pas grand-chose. Et ça a été très long et très douloureux, parce que je pouvais pas du tout accompagner mes contractions quand j'en avais certaines. Je pouvais pas bouger mon bassin, et ça a été compliqué. Ça a été évidemment toute une nuit sans dormir, compliqué, donc plus de force. Et voilà, je me rappelle de ces mots d'abandon, juste avant que le bébé sorte, en disant écoutez, c'est pas grave, ouvrez-moi. Allez-y sans moi, je suis plus là. J'y arrivais plus. C'était vraiment 8 heures où on m'a dit de pousser, alors qu'en France, il y a un minimum de temps. C'est très rigoureux et c'est très suivi en France. Et là, pendant 8 heures, en fait, j'ai dépensé toutes mes forces à essayer de pousser un bébé, alors que c'était absolument pas le moment de le faire. Et ça, c'était vraiment compliqué. Et j'avais cette sage-femme-là, dont je parlais, française, qui m'accompagnait. Et pour elle, c'était très difficile à gérer aussi, parce que elle avait aucune, elle n'était pas médicalement requise. Elle était là en tant que support. Elle avait absolument pas le droit de faire d'acte médical. Donc elle m'accompagnait, mais voilà, en étant clouée sur un lit, c'était plus compliqué. Et voilà. Mais j'en ai un souvenir douloureux, bien sûr, compliqué, mais aussi, je pense que je le revivrai pour autant. Donc voilà. Donc c'était, je m'étais bien préparée, mais c'est vrai que les pratiques chinoises se sont vraiment mises dans le chemin de cet accouchement, je pense, parce que j'ai été
bloqué et on m'a pas donné tous les moyens de le faire, je pense, d'une autre manière. Après, ça aurait pu se dérouler de plein de manières et à la fin, tout s'est très bien passé puisque le bébé est arrivé en pleine forme et voilà. Moi, j'étais en revanche horriblement fatiguée et je l'ai senti pendant des jours. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait roulé dessus. Je reviens juste sur un point qui m'étonne beaucoup. Du coup, on t'a demandé de pousser alors que le bébé était encore en train de descendre? Alors, le bébé était en train de descendre, effectivement. Et à ce moment-là, je sais pas en fait à quel moment, parce que c'est ce moment où on est dans un état second et on n'est plus en maîtrise de son corps ni de quoi que ce soit. Mais je sais qu'il y a eu ce long moment où on m'a demandé de pousser alors que c'était trop tôt, que le bébé était pas tout à fait descendu. Mais je pense qu'on s'est dit, si on commence à pousser, ça va peut-être faire quelque chose. Ça n'a pas fait quelque chose et on m'a remis une piqûre D'ocytocine? ouais, je pense que c'était ça. Enfin, en tout cas, une piqûre pour continuer à provoquer davantage les contractions pour que le bébé sorte. Mais j'ai vraiment je pense que le bébé était nécessairement pas complètement descendu quand j'ai commencé à pousser. Et j'ai trouvé ça vraiment très compliqué parce que cette poussée a duré mais une éternité. Enfin, et je sais que quand j'ai refait l'accouchement avec donc cette sage-femme qui était là auprès de moi amicalement pendant l'accouchement. Et on s'est dit, mais non, c'est pas possible que ça ait duré aussi longtemps. Et pourtant, on savait qu'il fallait l'éviter, on sait que ça se passe comme ça. Mais en fait, voilà, il y a un moment où l'ordre médical est là. Et sachant que tout ça, encore une fois, c'est dans un hôpital américain, que j'ai été accompagnée sur toute cette période compliquée où on s'est posé des questions par les sages-femmes et donc les infirmières. Et le médecin est arrivé pour les 5 minutes où le bébé est sorti et est parti. Et donc, c'est toujours très curieux, en fait, parce qu'on on est très accompagnés sans l'être. Et donc là, tu as rencontré ton premier enfant. Et ouais. Et alors là, on oublie tout, alors que c'était quand même un moment très dur. Et c'était incroyable. C'était une émotion qui nous envahit et un bonheur infini. Et ce dont je me rappelle le plus autour de cet accouchement, au-delà de la douleur et d'une fatigue vraiment immense que je n'avais jamais ressentie, c'est qu'on a été dans notre bulle pendant 3 jours, d'abord à l'hôpital, puis ensuite chez nous. On s'est complètement on était murés dans notre bonheur et c'était vraiment exceptionnel et tous les deux en extase devant ce bébé qui était le nôtre, qui était en bonne santé et c'était extraordinaire. Et en plus, ce premier enfant est né en plein milieu du Nouvel An chinois, un moment où la Chine est complètement arrêtée. Tout le monde, nous compris, on était en apesanteur, on était hors du temps et c'était absolument incroyable. Et c'est un moment vraiment magique et ouais, c'était super. Vous saviez si c'était un garçon ou une fille? Non, on savait pas. C'était une surprise. Après, grâce aux mamas chinoises de la rue qui commentaient à tout va mon ventre, tout le monde m'avait dit que c'était un garçon. Donc, j'avais pas vraiment le choix de le laisser secret ou non. Elles viennent toucher votre ventre et ça c'est un garçon à coup sûr. Voilà, donc j'avais oui, je l'attendais. En tant que garçon, je n'ai pas été surprise que ce soit un garçon. Je pense que je l'aurais été si c'était une fille. Donc ça, c'était un premier accouchement riche en émotions, bien entendu. Et en relisant mon accouchement encore une fois, j'ai trouvé ça je me suis dit ça s'est pas passé comme ça aurait dû parce que je trouve que on n'a pas fait tout pour que je ne souffre pas et ça m'a un peu agacée. Après tout s'en va et je pense que ça s'est passé dans de très bonnes conditions par rapport à d'autres et tout s'est bien passé donc je reviens pas dessus parce que je trouve ça pas nécessaire. Ensuite pour mon deuxième accouchement, ça s'est passé de manière très simple parce que je pense que pour moi la barrière, l'angoisse était levée d'une certaine manière. Bien sûr, on retourne accoucher une deuxième fois, on sait que ça va être compliqué. Est-ce que ça va être aussi compliqué la dernière fois? Est-ce que ça va être plus simple? On se dit allez, c'est un deuxième, ça va être plus simple. Ça a été le cas. J'ai été accompagnée cette fois encore amicalement pendant l'accouchement par cette sage-femme et tout s'est super bien passé et voilà et c'était super. Pour mon troisième accouchement en revanche, qui était donc pour notre fille, j'ai été déclenchée à 37 semaines dans l'urgence parce que j'avais un saignement très important du placenta. Et je suis donc arrivée avec des pertes de sang conséquentes en pleine nuit à l'hôpital, seule d'abord parce que mon mari attendait que notre nounou vienne s'occuper des 2 premiers. Je me suis retrouvée dans une salle d'accouchement avec 11 Chinois, des Chinois qui parlent pas 3 mots d'anglais, pourtant on est dans un hôpital américain, mais qui parlaient pas 3 mots d'anglais et qui commencent à faire des échos, à tout toucher. Et là, j'étais complètement instrumentalisée et absolument pas en mesure de comprendre ce qui se passait. Et j'ai senti beaucoup d'agitation et c'était un moment assez désagréable. Et jusqu'à ce que mon mari arrive, qu'en chinois, il exige qu'on appelle notre médecin, laquelle est arrivée en une demi-heure, a resté auprès de moi. On a fini par me déclencher, me préparer pour une césarienne, mais me déclencher naturellement et ça a fonctionné en 1 heure. Notre fille était là sans problème, elle n'avait pas eu de conséquences de
de ces saignements de placenta. Donc très bien. En revanche, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On l'a jamais su. Normalement, on fait des autopsies de placenta dans ce genre de cas, et ça, on n'avait aucune lecture. Et donc par rapport à la Chine, dans ce contexte-là, c'est pour dire que c'était assez opaque et qu'il fallait qu'on laisse les choses comme elles étaient et qu'on pouvait pas avoir plus de renseignements, et ça a laissé quand même une certaine, je dirais un arrière-goût pas très agréable et pas très net. On ne sait pas ce qui s'est passé. Après, notre fille est arrivée et tout s'est bien passé, mais c'était quand même un petit peu particulier. Et là-dessus, le fait de pas comprendre son environnement, son écosystème, c'était pas de l'anglais là, c'était vraiment du chinois. Accoucher en anglais, c'est une chose. Accoucher en chinois, avec des gens en plus qui sont peut-être un petit peu plus rustres que notre médecin américain, qui elle avait toutes les manières d'un médecin qui cherche à vous accompagner quand même un petit peu les choses. Là, c'était vraiment dans l'urgence et bon, tout s'est très bien passé. J'étais super bien accompagnée, mais de mon point de vue, c'était dérangeant de pas comprendre tout ce qui se passait. Comment se sont passées, donc tu nous as parlé de cette bulle pour le premier, comment se sont passées les premières semaines avec les 3 en Chine? Est-ce que tu as vécu ça complètement chez toi comme les femmes chinoises? Est-ce que tu as adapté un petit peu la culture, ou est-ce que tu as voulu vivre ça comme tu l'aurais vécu en France? Parce qu'on a été accompagnés par une nounou chinoise qui était là 2 semaines avant la naissance de notre premier enfant. J'ai fait ça à la chinoise parce que j'avais quelqu'un qui m'accompagnait pour le faire à la chinoise. Pour notre premier enfant, c'était une nouvelle expérience et j'avais tout à apprendre, et j'ai été là encore très bien accompagnée par cette nounou chinoise qui était une femme d'une cinquantaine d'années, qui était un petit peu ma grand-mère ou ma vieille tante, qui était là pour me dire fais comme ci, fais comme ça. Et elle m'a permis, et elle m'a surtout conseillé de tout faire de manière très calme et justement selon la tradition chinoise, zuo yuezi, qui veut dire en fait s'asseoir pendant le mois. Et en fait, c'est cette tradition chinoise qui veut que après l'accouchement, pendant 40 jours, la femme est allongée, donc alitée, elle est là pour pourvoir aux besoins de son bébé, et elle ne doit subir aucun choc thermique pour que son corps se remette bien de ce chamboulement qui s'est passé. À savoir que pendant l'accouchement et pendant la grossesse, le corps est rempli d'hormones, et ces hormones-là doivent s'évacuer, et les choses doivent se remettre à leur place dans leur corps. Et donc, on évite les chocs thermiques pour que tout ça se fasse naturellement et que ce soit pas provoqué. Donc ça, c'est dans la pratique, et c'est une pratique que je ne pourrais que conseiller. En revanche, moi, de mon point de vue de femme française qui travaillait, je me suis dit un premier enfant, c'est bon, c'est simple. Ok, c'est un peu compliqué à début, j'avais besoin de me remettre, et puis au bout de 2 semaines, on va voir des copains, c'est sympa, on sort, on rentre en France. Le bébé avait 3 semaines, on est rentré, on a fait évidemment le tour de toutes les familles, de tous les amis, et tout allait très bien. Si c'était à refaire, je ferais pas comme ça. Et du coup, pour notre deuxième enfant, j'ai vraiment voulu et tenu rester allongée le plus longtemps possible et vraiment être à l'écoute de mon corps, ce qui est pas forcément simple, surtout quand là, en plus, j'avais déjà Jacques, notre aîné, qui avait 1 an. Et c'est pas forcément simple de le faire. Après, comme je le disais, j'ai été très bien accompagnée par cette formidable nounou chinoise qui m'a vraiment guidée. Et donc, je la vois encore me remettre une 7e couverture alors que j'avais le chauffage à fond, des chaussettes, un pyjama. On était en hiver, mais quand bien même, elle m'apportait des thermos d'eau chaude en me disant il faut que tu boives de l'eau chaude. Attention, si tu te laves les mains, hop, 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 elle arrivait derrière moi, elle me mettait le robinet sur l'eau chaude à fond parce qu'elle voulait vraiment pas, il fallait pas que je subisse de choc, et je lui en suis éternellement reconnaissante parce qu'on verra plus tard quand j'aurai dans mes vieilles années si jamais j'ai de l'arthrose et si je souffre des articulations, je suis persuadée que ça m'a aidée d'une certaine manière pour l'avenir à mieux me remettre. Concrètement, il y a la température corporelle, donc tu étais très couverte. Et est-ce qu'il y avait d'autres aspects dans la nourriture? Très couverte, oui, et bien sûr. Et alors pour l'allaitement, qui s'est passé relativement sans encombre, mais qui était quand même assez difficile parce que j'étais, je pense, trop fatiguée et je n'avais pas assez de lait. Et alors là, j'ai eu le droit, donc pendant le Yuezhe, donc ce mois où il faut rester allongé selon la tradition chinoise, il y a 5 repas par jour. Et en fait, ces repas sont constitués de soupe, surtout pas d'éléments crus. Surtout pas, parce que ça aussi, ça vient à l'encontre de votre corps. Un élément cru et froid, et du coup, va se confronter à la température ambiante un peu plus chaude de votre corps. Et donc, pour les 5 repas par jour, c'est systématiquement des bouillons, de légumes, avec des carcasses de poisson, de poulet ou de porc.
Donc tout ça pour en fait rassembler le collagène et tous ces éléments gras et ces nutriments qui sont présents dans les articulations de ces carcasses et qui du coup se diffusent dans la soupe. Et donc voilà, donc ça c'était le matin dès 8h, on y va sur la soupe. Et je dois dire, au début j'ai dit non mais merci, ça ira, je vais pas faire comme ça. Et je l'ai fait. Et en fait du jour au lendemain, j'ai eu de nouveau du lait et j'étais repartie. Alors ça s'est pas validé éternellement sur les 3 semaines d'après, mais ça faisait une réelle différence et c'était assez grisant en fait de le découvrir parce que en fait c'était aussi simple que ça et j'ai trouvé ça super. Et physiquement, à partir de quel moment tu as pu vraiment remarcher quand tu as eu tes enfants en bas âge, à quel moment tu as pu vraiment t'occuper d'eux, les porter? Alors j'ai fait très attention à ça. Donc pour le premier, j'étais seule. J'ai voulu le faire trop tôt, mais ça se passait bien. Pour le deuxième, j'ai vraiment tenu à ne pas le faire. Donc là, pour le coup, notre nounou prenait toujours en charge les enfants si jamais j'arrivais vers eux et que je les portais. Si je les portais moi-même, elle me les enlevait des bras, en toute bienveillance, bien entendu. Et j'ai eu le soutien de mon mari qui était relativement présent, même très présent pendant toutes nos grossesses, pendant tous mes après-accouchements, pardon. Et donc, du coup, je faisais vraiment attention à ces choses-là. Et est-ce que c'est bizarre pour les enfants? J'imagine ma fille qui accueille un nouvel enfant dans la famille, en plus qui se sent un peu séparé physiquement de sa maman. Est-ce que c'était dur pour eux? Alors j'avais assez peur de ça. J'avais peur, voilà, c'était un choix qu'on pourrait juger égoïste de notre part, nous parents, d'avoir tout de suite un autre enfant après 1 an après une naissance. Et donc on a fait particulièrement attention à ça, je pense, parce qu'on en était conscient et on voulait que ça se passe bien. Après, je reste convaincue a posteriori que nos enfants étaient jeunes, qu'ils ont eu des frères et sœurs, chacun à 12 mois, 24 mois, et qu'en fait c'était inscrit dans l'histoire. Et à ces âges-là, on n'a pas de repères dans le temps, on n'a pas de repères on a moins de repères dans l'espace. Et en fait, le bébé n'était pas là la veille, il était là le lendemain, et c'était dans la suite logique des choses. Et nos enfants ne nous l'ont pas fait payer. Donc c'était vraiment simple pour ça. Après, quand nos enfants étaient tout juste nés, on a vraiment passé énormément de temps avec nos enfants plus grands pour vraiment continuer à maintenir cette présence et être là. Et là encore, on a été aidés parce que cette nounou qui était vraiment à plein temps avec nous dans notre famille était elle aussi présente pour les enfants, tout comme nous l'étions. Donc je pense qu'ils ont eu leurs repères n'ont pas changé. Nous étions là, la nounou était là et on les mettait au centre. Avec le bébé bien entendu, mais le bébé parce qu'il est jeune, parce qu'il est petit, même s'il demande beaucoup de soins et d'attention, ça nous a quand même permis d'être auprès d'eux. Est-ce que tu as des petits trucs très concrets, très pratiques à partager aux personnes qui s'apprêtent à avoir un enfant ou à avoir un 2, 3e, 4e? Tout d'abord, je dirais le pas trop appréhender, et si vous l'appréhendez, de l'appréhender dans la sérénité. Ça se passera bien, c'est merveilleux de pouvoir avoir des fratries. C'est merveilleux de pouvoir continuer à avoir d'autres enfants. Et je dirais, voilà, dans la sérénité et sans appréhension, les choses se feront. Peut-être plus compliquées, de manière plus compliquée pour certaines, des enfants qui réagiront mal à la venue d'un deuxième. Mais se faire beaucoup confiance et s'écouter. Je pense que nous, parents, on est les seuls à comprendre et on peut ressentir ce qu'il y a au plus profond de nos enfants. Un comportement anormal peut tout de suite nous alerter sur un malaise, sur l'enfant qui doit sentir une présence. Et donc voilà, faut rester très à l'écoute de soi, à l'écoute de ses enfants. Et ensuite, je disais rester à l'écoute de soi parce que je pense qu'il faut s'accorder un soin vraiment particulier pendant sa grossesse et surtout après. Parce que les mois après la grossesse autour du bébé sont éreintants, demandent vraiment beaucoup de fatigue et il faut sans cesse se recentrer sur soi parce que on est le socle et si le socle ne va pas bien, le reste n'ira pas bien. Et ça, c'est quelque chose en tant que femme active que j'ai eu du mal à faire parce qu'on a envie d'être, on se dit ça va, non mais ça va, je suis un petit peu fatiguée mais ça va, j'ai mal partout mais ça va. Et en fait, il y a un moment où il faut vraiment se recentrer sur ça et c'est très dur de lâcher prise, c'est très dur de se dire je lâche prise, je confie mes enfants 2 heures à quelqu'un d'autre pour me reposer, pour me concentrer sur moi. Je trouve ça excessivement difficile de le faire quand on a des enfants. En tout cas, pour ma part, c'est eux qui passent avant et je trouve ça normal. Et savoir dire non aussi aux événements extérieurs, la famille parfois très présente, les amis,
c'est difficile en fait de dire non à tout ça parce que c'est un bonheur immense qu'on a envie de partager avec les autres. En tout cas, c'était mon cas. Et pour notre premier, notamment, on est reparti en France quand il avait tout juste 3 semaines. Parce qu'évidemment, on voulait inonder nos familles et nos amis de notre bonheur, montrer notre merveille. Et en fait, c'était de la folie furieuse. On en avait qu'un, donc on a pu le faire. Mais c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup de fatigue. Et c'est important de se recentrer sur soi et sur sa famille. Ok. Avant de passer à ton dernier accouchement en France, est-ce que tes enfants parlent chinois? Parce que tu me disais que ton mari et toi, vous parlez. Et est-ce qu'ils vont garder ça en France? Nos enfants parlaient chinois couramment, grâce à leur langue chinoise, à l'environnement qui les entourait. Et ils parlaient aussi anglais, parce qu'ils étaient dans une preschool qui était en anglais. Donc, nos enfants étaient quasiment bilingues, en tout cas pour les 2 aînés, quand nous sommes arrivés en France. Et tout s'est évaporé en 2 mois. Ce qui est très frustrant et très, très décourageant en disant, dommage, ils auront pas bénéficié de cette expérience. Après, a posteriori, aujourd'hui, l'anglais et le chinois leur est complètement étranger et c'en est vraiment déconcertant. C'est-à-dire que c'était vraiment déconcertant, c'est rigolo. De temps en temps, on essaye de leur reparler et ils sont vraiment tout à fait perdus. En revanche, je pense que ils ont été développés avec trois langages et je suis certaine que ça reviendra lors de leur apprentissage des langues. Ouais. Et donc, pour ton dernier accouchement, ça a été dans un contexte un peu particulier. Est-ce que tu veux nous raconter pourquoi tu n'as pas accouché en Chine? Oui, alors je vais essayer d'être brève. Déjà, ce 4e enfant, début de grossesse, c'est un peu compliqué puisque j'apprends que j'ai la toxoplasmose. Toxoplasmose pour un 4e, je me dis ok, bon alors où est-ce que j'ai pas fait attention? Je pensais être rodée, mais non. Donc toxoplasmose et pathologie très méconnue en Chine. Donc j'ai la toxoplasmose dans mon hôpital, donc on me le décode dans l'hôpital américain dans lequel je suis suivie et on m'explique qu'ils n'ont pas les outils pour mesurer le degré de gravité, en d'autres mots pour faire la myosynthèse et pour déterminer le début de la toxoplasmose et savoir si ça a traversé le placenta et si c'est dans le liquide amniotique, si la bactérie est dans le liquide amniotique et donc au contact du bébé. Et donc du coup on m'explique que mon hôpital américain, par le biais d'une infirmière, va m'accompagner en consultation dans un hôpital public. Donc je vais dans l'hôpital de la fertilité et des enfants en Chine à Shanghai, accompagnée par une infirmière de notre hôpital américain. Et là, j'étais seule, sans mon mari. J'arrive dans une cour des miracles où je pense qu'on est dans une salle d'attente de 500 personnes. Je prends un ticket, je passe 7 heures plus tard dans une pièce grande ouverte où on m'explique qu'on va me faire une prise de sang puis qu'on verra. Donc j'attends littéralement toute une journée pour ça. Dans l'angoisse, dans l'anxiété, parce que on savait pas de quoi il s'agissait. On savait que ça pouvait être pas grave du tout si jamais la toxoplasmose n'avait pas traversé le placenta, ou alors si ça avait traversé le placenta, c'était plus embêtant. Donc on est dans cet inconnu là, et 3 semaines après, je reviens pour le résultat, et là on me dit que le bébé a 30% de chance d'avoir un problème. Voilà, c'était et donc du coup on me conseillait d'avorter. Oh là là. Et en fait, ça, faut remis dans son contexte, on le comprend beaucoup mieux. Il y a qu'un seul enfant en Chine, parfois 2 dans les familles. On se rate pas en fait sur cet enfant-là. Et donc j'avoue que c'était très remuant. Et donc là a commencé le bal des coups de fil aux médecins français, étant en Chine, absolument pas pratique. Et donc j'ai décidé de faire un premier aller-retour, d'aller voir un spécialiste de la toxoplasmose en France, qui m'a dit effectivement il y a des risques, il faut faire une amniosynthèse. Et donc du coup voilà, en l'espace de 1 mois et demi, j'ai fait 3 allers-retours en France pour vérifier ça, laissant mes enfants en Chine seuls. C'était vraiment très désagréable comme début de grossesse. Et heureusement, la myosynthèse est revenue négative, pas de toxoplasme dans le liquide amniotique, donc tout va bien. Mais vient ensuite le fait que dans ces cas-là, en France, ce qu'on fait à l'accouchement, il y a un protocole très particulier pour la toxoplasmose. Donc du coup, il faut potentiellement que j'aille accoucher en France. Alors qu'on habitait en Chine et qu'il n'y avait pas de Covid ni de rapatriation évoquée à ce moment-là. Donc du coup se pose le questionnement de savoir est-ce que je rentre accoucher en France alors que tous nos enfants sont scolarisés ou gardés en Chine. Nous habitons en Chine, on n'a pas de repli en France à part d'aller chez nos parents respectifs. Est-ce qu'on chamboule toute notre vie pour rentrer 2 mois en France autour d'un accouchement? Bref, les conseils qu'on a des médecins français à qui on parle nous amènent à prendre la décision de finalement accoucher en Chine et de revenir très vite après l'accouchement en Chine en France faire des examens complémentaires qu'ils ne sont pas capables et qu'ils ne savent pas faire en Chine. Donc on est là-dessus, très bien. On rentre, donc je devais accoucher pour fin mars 2020 et nous sommes là donc le 23 janvier 2020. Le nouvel an chinois vient tout juste de commencer en Chine et la ville de Wuhan vient de se confiner pour un virus dont on
pour une maladie en fait à l'époque qui tue, qui est agressive, mais on n'en sait pas plus. Donc à l'époque, on est en vacances de Nouvel An chinois, pas mécontente d'être avec nos enfants à la maison. L'air est pas assez pollué, donc on reste beaucoup à la maison. Il fait plutôt froid et voilà, c'est des staycations, somme toute assez agréables. Mais on vit au gré de cette maladie qui progresse en Chine, commence à venir les applications tout en chinois, le nombre de cas, le nombre de morts, et très vite ça dégringole et c'est l'hécatombe. On comprend pas vraiment parce que les messages du gouvernement chinois sont peu précis en fait. Et on comprend pas tout à fait. Puis là, on commence à avoir des mots de nos bureaux respectifs et des écoles comme quoi le Nouvel An chinois, les vacances du Nouvel An chinois sont prolongées pour 1 semaine, 2 semaines, puis 3 semaines. Quand on voit 3 semaines, on se dit les écoles sont fermées pendant 3 semaines, on va pas laisser les enfants 3 semaines dans un appartement, ça va pas être possible. Donc à ce moment-là, on prend notre jambe à notre cou et on réserve à la hâte un vol pour Phuket, vol direct, là où il y a des hôtels et des kids clubs qui nous permettent de bosser en parallèle et d'avoir les enfants pris en charge. Et c'était direct. Et Phuket était une ville, une île de Thaïlande suffisamment internationale avec un hôpital qui pouvait nous mettre en confiance si jamais il y avait un problème avec le bébé. Donc nous partons à Phuket pour 10 jours. Et puis la situation se dégrade et on vit un moment hyper compliqué parce qu'on est anxieux. On est dans une chambre de 20 mètres carrés avec nos 3 enfants, à nouveau moi enceinte de 7 mois et demi. On sait pas ce qui se passe, on comprend pas. Et là, le Quai d'Orsay, nos familles nous appellent, rentrez en France. Vous ne vous rendez pas compte, je me rappelle d'une phrase qui m'avait dit vous voyez au loin le tsunami arriver, mais vous n'êtes pas encore dedans. Et je me rappelle de cette phrase qui en fait est tellement vraie sur tout ce qui s'est passé après. Et donc voilà, donc on prend tout ça un peu à la légère, mais on est quand même concerné et on sait pas vraiment quoi faire. J'appelle l'hôpital, je me rends compte qu'il y a plus de médecins. Tout le monde est parti. C'était des médecins, enfin mon médecin qui était américain est parti. Il a un remplaçant chinois, mais évidemment je suis pas en confiance avec le remplaçant chinois qui parle pas forcément très bien anglais. Je sais pas dans quelle main je suis. Et donc voilà. Et donc par la force des choses, on rentre en France le 10 février 2020 et avec dans nos valises 3 maillots de bain, un pantalon et c'est tout. Et là on rentre en France et donc je vais accoucher en France. Je m'installe chez mes parents avec mes 3 enfants dont j'ai la charge. Mon mari va bosser. Moi, je suis hyper flexible et donc je bosse un peu de la maison et je m'occupe des enfants. J'essaie de trouver des babysitters. Je les laisse à des babysitters qu'ils ont jamais vus. C'est une différence tous les jours, mais c'est pas grave. Et voilà, et on essaie de comprendre ce qui nous attend. Et au fur et à mesure du temps, nous nous confinons le 15 mars 2020. Mes parents ont la gentillesse de prendre avec eux nos 3 aînés pour aller se confiner avec eux dans le sud-ouest de la France. Ils nous laissent ensemble avec mon mari à Paris dans l'attente de cet enfant qui ne saurait arriver. Et là, j'attrape le Covid. Donc je suis à 2 doigts d'accoucher avec le Covid. J'appelle mon gynécologue que je ne connaissais absolument pas puisque ça faisait 1 mois qu'il me suivait et qui me dit si vous avez le Covid, ça va être très compliqué, vous allez accoucher seule, puis on va vous déclencher, c'est beaucoup plus simple, vous comprenez, il y a toute une organisation et voilà. Donc là je me dis c'est pas possible, c'est tout ça pour ça quoi. C'est vraiment compliqué. Je pense que j'aurais préféré accoucher en Chine. Enfin je sais pas à quoi penser et c'est vraiment un tremblement de terre. Et donc là, j'apprends ça. Et évidemment, j'étais déjà à terme. Et donc là, je vois le moment où en fait, je vais jamais accoucher parce que j'ai une anxiété telle et un degré de stress qui est énorme. Voilà. Et accoucher sans mon mari, je trouvais ça vraiment compliqué. J'avais fait 3 accouchements en Chine dans le même hôpital. Je savais comment ça se passait. Là, passer côté français, je savais pas comment ça se passait. Et être toute seule, c'était vraiment pas ce que je souhaitais. Et donc voilà. Donc mon médecin finit par me rappeler en me disant, écoutez, là, il faut vraiment qu'on vous accouche. Vous êtes trop loin dans votre terme. J'ai quand même accouché pour ce 4e enfant le plus tard possible. Donc tous mes autres enfants sont nés avant. Ah oui, il y avait un vrai truc psychologique. Énorme, ouais. Et donc mon médecin m'appelle en me disant c'est maintenant, il faut que vous veniez. Donc là je m'agace et puis je me dis en fait de toute façon j'ai pas de choix, donc je vais y aller. Pour des raisons de planning, c'était plus simple pour lui. Donc on discute un petit peu. C'était pas une discussion facile, mais donc du coup je lui dis écoutez j'attends demain et si c'est pas là demain, je viens demain. Donc on s'accorde là-dessus. Il s'arrange et en fait 3 heures après en travail voilà, et puis c'est allé très vite avec ce moment désagréable de mon mari qui m'accompagne à la maison pendant mon travail que je voulais évidemment faire le plus possible à la maison avec mon mari à côté en pleine nuit et ensemble. Bon, il se trouve que ça s'est passé comme ça, mais en fait très vite j'ai dit écoute, j'en peux plus, il faut que j'y aille. Et donc là je me rappelle de ce moment où je me dis je veux pas qu'on se quitte, mais en fait j'en peux plus, c'est le moment quoi.
Donc mon mari m'emmène à l'hôpital et on se dit au revoir sur le parking. Et puis j'avais appelé, j'avais une sage-femme qui m'attendait sur l'entrée du parking et c'était vraiment, enfin vraiment là c'était comme dans les films et je me dis c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc on se dit au revoir d'un geste de la main, bon courage et puis à dans 3 jours quoi. Donc j'y vais, je rentre, j'avais le Covid encore une fois, donc du coup bah j'étais masquée, on me met une veste de protection et là moi qui a été en contraction je pense de fin de travail, j'en pouvais plus. On me dit surtout vous ne touchez pas les murs, je vous fais prendre un chemin un peu différent que le chemin classique. Donc du coup je me retrouve dans des escaliers de service et tout. Je me dis mais et en fait j'étais une paria, il fallait que personne me touche. Et là je rentre dans la salle d'accouchement directement avec mon manteau, ma valise, tout ça. Et j'ai une sage-femme qui est là pour moi, pour me suivre jusqu'à la fin de mon travail, qui a été en fait très rapide parce que j'étais déjà quasiment en train d'accoucher. Et voilà et j'accouche et avec une seule personne. Et ensuite, les personnes, le pédiatre et les personnes qui sont arrivées ensuite pour prendre soin de moi et de notre fils étaient elles-mêmes. Elles avaient double charlotte, double combi de protection, double surchaussure. Et en fait, pendant ces 48 heures à l'hôpital, j'ai été vraiment considérée comme une paria. Et c'était assez compliqué. Et moi, avec mon bébé, comme j'avais le Covid et qu'on ne connaissait absolument rien de cette maladie-là, j'ai gardé un masque pendant ces 2 premières semaines, ne sachant pas, voilà, sachant que j'allaitais. Donc je suis pas sûre en réalité que le masque ait fait vraiment barrière, mais j'ai fait mes premiers baisers à mon tout petit bébé quand il avait 10 jours, quoi. Ah ouais. Donc c'était une expérience très particulière et qui était pas rigolote sur le moment, mais qui s'est très bien déroulée. Et encore une fois, on était très bien accompagnés. On a fait les tests de la toxoplasmose qu'on avait eu besoin de faire en France, donc tout était bien, qui finit bien, tout allait bien. Mais c'était une expérience qui nous a beaucoup remué. Et voilà. Et ensuite, on est suivi en plus notre retour par la force des choses en France. Nous ne sommes jamais retournés en Chine, à part mon mari pour des raisons professionnelles, qui a eu après 5 échecs, un visa pour rentrer et pour finir sa mission là-bas et ensuite rentrer. Donc à la suite de la naissance de cet enfant-là, on a été séparés 5 mois. Donc je me suis retrouvée seule avec nos 4 enfants à la maison en attendant que mon mari termine sa mission là-bas et rentre. Oh là là. Donc tout ça c'était voilà très compliqué. Et on est très triste d'avoir quitté la Chine, d'avoir quitté notre nounou à qui on n'a jamais dit au revoir, qui a partagé notre vie pendant 5 ans. Mais donc voilà, et tout ça pour dire que ce bébé est arrivé dans un chaos impossible. Et pourtant, tout s'est bien passé. C'était bien sûr une fatigue immense. La fatigue immense est venue du fait que ce soit bien sûr un nouveau-né, mais surtout que les 3 autres, on soit confinés avec les 3 autres, avec un nouveau-né, voilà, dans des conditions très particulières. Ah là là, quelle histoire. Voilà. Mais en fait, ces enfants sont pleins de vie et vous redonnent toujours beaucoup de courage. En tout cas, c'est comme ça qu'on tenait. Et voilà, c'était très enrichissant. Et voilà, c'est une expérience forte qu'on a vécue. Et jamais j'aurais pensé que notre expérience en Chine, la Chine, pays auquel on est tellement attaché, se serait terminée comme ça. Et une dernière question, parce que je vois que le temps avance pas mal. Avec 3 enfants en bas âge, le Covid confiné et un nourrisson, est-ce que tu as réussi à reprendre le travail ? Alors, j'ai repris le travail de manière hyper flexible. Je bossais 2 jours par semaine, une fois que les enfants sont rentrés en classe en septembre 2020. Sachant que mon mari, encore une fois, était pas là, donc j'étais seule avec mes 4 enfants, aidée d'une nounou en France, enfin française, mais c'était pas simple. Et je reprends uniquement cette année à plein temps, parce que j'ai pas du tout pu le faire avant. Oui, bien sûr. Ce qui engendre la fatigue d'avoir les enfants tout le temps à sa charge, en plus de la fatigue et la frustration de pas réussir à bosser autant qu'on le voudrait, est très lourde, je trouve, à gérer. Et voilà, et c'est compliqué et c'est vraiment. Mais je pense qu'avec le recul, je me dirais, je le fais pas, hein, mais je pense que je me dirais que j'aurais dû prendre le temps et m'arrêter pour m'occuper d'eux et le faire en fait, à être en paix avec moi-même, parce que c'est difficile de tout faire, surtout quand ils sont 4 et si petits. Bravo, hein. Franchement, toute cette description m'impressionne. C'est gentil, mais j'ai peu de mérite et surtout tout ça tient à l'accompagnement que j'ai eu de nos proches, de mon mari qui a été d'un soutien sans faille, très présent à chacune de nos grossesses et particulièrement pour la dernière. Et voilà, et on a été très entourés, donc j'ai personnellement réellement aucun mérite. Et c'est pas de la modestie, c'est que tout ça marche parce qu'on est une équipe et c'est super. Et c'est une équipe qui est pourtant mise à rude épreuve. Pendant les premiers mois de la naissance d'un enfant. Bravo, je suis hyper impressionnée et touchée par ton histoire. La création de ta famille en Chine et ensuite ce 4e enfant en France dans des conditions très spéciales.
Merci beaucoup d'avoir partagé ces histoires avec nous. Merci Clémence de m'avoir fait revivre ce moment si fort de la vie d'une maman. C'était un grand plaisir de t'écouter et à bientôt alors. À bientôt Clémence, merci beaucoup. Cet échange m'a beaucoup touchée et impressionnée. Je garde précieusement les conseils partagés, notamment celui de ne pas s'oublier quand on essaye de tout mener de front. Comme Diane le dit si bien, on est un socle pour nos enfants, il faut que ce socle soit solide. Et après cette discussion, j'ai très envie d'essayer le mois d'or. J'espère que cet épisode hors série vous a inspiré. Rendez-vous sur Instagram sur Prélude Paris et sur le site prélude.fr, prelude.fr, pour en savoir plus sur la suite du projet. À bientôt!